Autre vidéo délicate que je souhaitais aborder avec vous, c'est l'instinct de domination et la relation dominant-dominé. C'est c'est quelque chose qui est pas tabou, hein, mais dont on a mal à communiquer dessus, d'accord? Et qu'il y a une grosse avancée qui a été faite depuis les années 2000-2010, c'est quand on a commencé à parler de l'ego, pas seulement chez les bouddhistes, mais aussi chez les occidentaux. Parce que cette relation dominante-dominée, elle est reliée à cette question de l'ego. Voilà. Il y a différents niveaux dans le bouddhisme, mais ce sont des états de Bouddha. Il y a plusieurs Bouddhas. Hein, vous vous souvenez, quand on allait dans les restaurants vietnamiens à une certaine époque, il y avait le Bouddha rieur. Je vous en ai fait une vidéo là-dessus. Le Bouddha rieur, Bouddha pleureur, Bouddha dormeur et Bouddha méditant. Bouddha sage. Les différents niveaux de Bouddha, d'accord? Les différents niveaux de Bouddha vous permettent d'atteindre des niveaux de paix dans votre vie et de sagesse et de compréhension de ceux qui vous entourent. De ceux qui vous entourent, pas du monde en général, mais au moins de ceux qui vous entourent. Mais généralement, quand vous atteignez un stade de Bouddha, c'est du monde. Hein. En général, vous avez tellement observé des tas de choses plusieurs fois, dans des contextes parfois différents, hein, que forcément, ça transcende aussi l'environnement qui est arrêté en fait autour de vous, entre guillemets. Hein. Qui est arrêté entre guillemets, hein, parce que tout est mouvant. Donc, l'instinct de dominant-dominé ne fait pas partie que de notre histoire occidentale, sachez-le. Cela fait partie du cercle de toutes les sociétés dans le monde. De ce que j'ai pu observer, il y a toujours une organisation sociétale avec quelque chose au-dessus, quelque chose en dessous. Donc on ne parle pas de domination forcément, mais c'est au-dessus et c'est au-dessous. Donc il y a peut-être aussi une nuance à faire dans la manière de le nommer. Le fait de nommer les choses de manière différente permet de les appréhender de manière intellectuelle différente. Différemment, pardon. Je sais pas quoi. Bref. Donc, il est évident que si toute société, même la plus équitable que vous ayez croisée, et là je parle aux ethnologues et aux sociologues, il y a toujours un besoin d'organiser ce qui est dessous et ce qui est dessus. Et ce qui est à côté. Comme quand on range à l'intérieur d'une maison, il est toujours agréable de voir qu'il y a des organisations qui s'élèvent, hein, avec des étages. Parce que si on doit ranger tout, moi j'ai déjà testé des maisons où il faut, tout est rangé à côté comme ça de manière successive, il faut un très grand espace de rangement. Alors qu'avec les étages, ça syncrétise peut-être, je sais pas comment on dit, l'espace. Ça le scinde. Hein, ça le scinde et ça le rend plus efficace et on a plus d'espace pour son individualité. Pour autre chose que les objets qui nous entourent aussi. Parce que l'objet qui nous entoure, malgré tout, c'est une énergie et on n'aimerait pas que ça passe le pas sur notre énergie à nous. D'où l'idée aussi du feng shui chez les Japonais. D'accord. Donc, une société qui se bat
pour qu'il y ait un instinct de domination qui s'annihile, hein, en réalité, il suffirait de nommer les choses de manière différente et surtout de donner des habitudes différentes de vie aux personnes. Et que si on est tout le temps confronté à des esprits dont on a l'obligation et le devoir et la nécessité de satisfaire de manière continuelle plus que nous, d'accord? Ça veut dire qu'ils maîtrisent mal leur ego et qu'il faut imaginer l'ego comme une boule, hein, dans le corps. Plus elle grossit, plus elle rend malade le corps, plus elle est en dessous de la taille du niveau du cœur, hein. Il faut que l'ego, ça soit le cœur, on va dire, attendez, il est à peu près comme ça, voilà. Bon, ben l'ego, il faut que ça soit une petite boule comme ça dans le corps. Que ça soit pas disparu. Il faut que ça soit une petite boule comme ça. Vous voyez, un peu plus grand que le tour de comme ça, voilà, de l'œil au beurre noir, vous voyez. Donc, il faut qu'il y en ait un, mais parce que sinon, on est un esclave. Voilà, il n'y a pas d'ego, on est à niveau esclave. Et ceux qui ont expérimenté l'esclavage, vraiment, vous imaginez pas la dose d'humilité de ce qu'ils ont dû apprendre d'eux-mêmes ou supporter pour annihiler leur personnalité, leurs désirs et leurs besoins. Et que Dieu, par ce rôle-là difficile, parce qu'il est toujours difficile que... Est-ce que franchement il y a un Dieu si l'esclavage existe? Alors ben oui. C'est le travail de contrainte en fait, d'annihilation de l'ego. Voilà, mais tout peut être vu de manière spirituelle en fait. Sauf que le maître est éprouvé et l'esclave est éprouvé. Est-ce que l'esclave va trahir le maître? Est-ce que le maître va maltraiter son esclave? D'accord? Eh ouais. L'esclave est éprouvé et le maître est éprouvé. Les deux. Donc, l'ego du maître ne doit pas dépasser le bien-être psychologique et corporel de l'esclave. Et l'esclave, son ego ne doit pas guider celui du maître. On le voit, hein, qu'il peut y avoir des esclaves ou des serviteurs, hein, à l'époque, comme on le voit par exemple dans les fourberies de Scapin, hein, de Molière, où hein, c'est le serviteur qui guide le maître, d'accord? Alors après, il faut voir la finalité de la guidance et de l'esprit, hein, faut voir le niveau aussi du maître, pour voir s'il y a vraiment des péchés à la clé qui vont être récupérés ou pas. Vous voyez? Non mais c'est une intelligence, hein. Donc, l'histoire du dominant-dominé, il faut aller beaucoup plus loin. Et moi, je suis triste de voir, hein, comme je l'ai déjà abordé hier, hein, que les femmes ne se soient pas saisies d'une avancée progressive, forte de leur position dans la société et n'en ont pas profité pour se débarrasser, hein, et n'ont pas assez œuvré et travaillé dans leur annihilation de l'ego, aussi annihilation, c'est-à-dire abaissement. On ne peut pas complètement l'annihiler, l'ego, mais c'est un abaissement, un rétrécissement. De pas être dans le modèle de l'homme pour dire je suis l'égal de l'homme parce que je lui ressemble. Non, mais tu lui ressembles dans la connerie, il faut le dépasser dans l'intelligence. Donc on le dépasse dans l'intelligence.
Et donc, la faiblesse des hommes, en grande majorité, c'est leur ego. Voilà. Et que si... Alors, parce qu'en réalité, c'est pas s'abaisser et s'humilier, hein, comme se faire dominer. Voilà, parce qu'on est dans le prisme de la domination sexuelle, dans le prisme de la domination psychologique. Donc on est encore dans un truc dominant-dominé. Pour se sentir bien, quoi. Vous voyez ? Il y a des maladies qu'on a attrapées au cœur ou au corps ou à l'esprit à cause de ce qui a été enduré pendant trop longtemps, dont il va falloir se guérir. Et donc il va falloir se soigner. Utiliser des outils qui permettent des soins. Utiliser des soins, voilà. Et pour ça, il faut choisir les bons soins pour arriver au résultat. Au résultat attendu, parce qu'on n'attend jamais un résultat pour rien de soi-même, et que si on pressent un bon résultat de soi-même, ou on pressent un résultat positif de soi, sachez que si vous le ressentez, vous avez la capacité de l'atteindre. Rassurez-vous là-dessus, si vous ressentez si vous ressentez si vous ressentez un résultat de vous-même que vous pressentez, que vous voyez, que vous pensez pouvoir atteindre, dites-vous que vous en avez la capacité de l'atteindre. Ne vous dites jamais que vous n'en êtes pas capable d'obtenir quelque chose de bon, de vraiment dans l'image positive de vous, de ce que vous attendez en réalité au plus profond, du plus profond de vous-même, que ce soit en secret ou non. Vous en avez la capacité, c'est juste que vous ne vous en donnez peut-être pas les moyens, vous n'avez pas les bons outils, que vous ne voyez pas, que vous ne regardez pas dans la bonne direction et du bon angle et de la bonne manière. Peut-être que vous-même, vous avez trop de préjugés sur vous-même. Peut-être que vous avez trop de croyances sur vous-même et fausses. Peut-être que vous êtes complètement perdu de qui vous êtes. Et peut-être que vous vous nourrissez de choses qui vous affaiblissent ou qui vous éloignent de ce même but. Que ce soit par la nourriture intellectuelle, que ce soit par un abrutissement intellectuel, que ce soit par les fréquentations, que ce soit par la famille, que ce soit par l'entourage, que ce soit par vos habitudes, que ce soit par votre comportement, par votre manière de vivre. Et que là, pour vous laver, je vous conseille le voyage. Voilà, mais pas le voyage dans des trucs organisés. Voilà. Et pas forcément seul, mais pas forcément accompagné non plus. Connectez-vous à ce que vous ressentez, écoutez-vous, et l'erreur ne viendra que de vous-même, mais la solution ne sera que de vous-même aussi. Et donc vos échecs, ils vous incomberont, parce que c'est toujours facile de fréquenter des gens pour dire non mais c'est sa faute à lui et pas sa faute à moi. Donc prenez vos décisions de vous-même comme ça, vous êtes sûr que le responsable c'est vous. Et quand vous faites quelque chose de bien, vous verrez que le seul responsable c'est vous. Donc vous pourrez être content de vous-même, vraiment. Pas douter, c'est vraiment de moi, attends, ça vient pas de son idée à elle ou à lui. Comme ça vous êtes sûr à 100% que ça vient de vous, et donc votre réussite elle n'incombe qu'à vous-même. Donc le dominé. Eh bien en réalité, c'est le au-dessus, le au-dessous qu'il va falloir intégrer dans votre mode de pensée et peut-être même dans votre vocabulaire de manière à dire bon, t'es au-dessus de moi, je suis au-dessus de toi, mais pour autant, je te dois le respect. Toujours pareil, hein, la notion de respect. Parce que dans la dénomination des termes dominant-dominé, y a un côté où j'ai potentiellement le droit de te manquer de respect si je veux.
C'est moi qui te domine. Et là, ça va pas. Là, ça ne va pas. Parce que pourquoi un terme peut induire de manière intrinsèque et de manière inconsciente et sournoise, hein, le terme de je peux ne pas te manquer de respect. C'est typiquement le cas du maître et de l'esclave. Hein. La relation de dominant et de dominé. Hein, je peux te fouetter si tu ne fais pas correctement ce que je te demande. Eh ben non. Il y avait énormément de maîtres qui ne prenaient jamais le fouet sur leurs esclaves ou contre leurs esclaves. Il y avait une science aussi à être maître d'esclaves. Pas commerçant. Il y avait des esclaves, ils se refilaient le mot. Ça, c'est une bonne maison. Tu verras. Ils traitent bien les esclaves. C'est ce qu'ils se disaient à l'époque. Il y avait de la sagesse. On peut faire le bien en toute chose et en tout rôle. Et nous sommes perpétuellement éprouvés sur notre capacité à choisir de faire le bien plutôt que le mal, même si on a reçu le mal. Parce que ça demande une grande force de caractère, une bonne capacité à tenir vis-à-vis des contraintes et surtout à aller plus loin que la compréhension dans un premier sens. C'est-à-dire, j'ai reçu le mal, je vais faire le mal. Oui, mais il y a un prisme, en fait. Et puis, généralement, il y a des personnes, c'est-à-dire, déjà, il y a des personnes qui ne font pas le mal, qui ont reçu le mal de personnes et qui, en retour, décident de ne pas leur faire le mal. Donc, les autres, en plus, elles se targuent d'une faiblesse. Mais pas de faiblesse de caractère. Une faiblesse dans l'amour et dans l'affection que je porte à l'humain, à l'être humain que tu es, qui malgré tout a décidé de me faire du mal, mais je suis dans une capacité où je vois l'être humain qui est en toi, je vois sa souffrance et je ne vais pas en rajouter. Mais par contre, ça rajoute et ça m'enlève pas de la force de caractère. Par contre, je peux décider que je te laisse aller une fois, mais je te laisse aller pas 2 fois. Aussi, c'est mon droit. Il y a des personnes aussi qui décident de faire le mal alors qu'elles ont reçu le mal d'autres personnes. C'est-à-dire, moi, on m'a fait ça, donc je vais choisir quelqu'un à qui le faire. Il y a un petit souci. Hein. C'est-à-dire, en plus, tu t'en prends à des personnes qui t'ont rien fait alors que t'as pas les couilles de t'en prendre à la personne qui t'a fait du mal. Vous voyez ? C'est toujours compliqué à dire les choses de la personne qui nous font du mal. Hein ? Il faut de l'aide. Mais il y a aussi de grands esprits invisibles et des monstres qui se cachent derrière ces personnes-là, qui sont à l'image des cauchemars qu'on fait quand on est enfant avec le monstre qui se met sous notre lit ou dans le placard. Et en réalité, ce sont des esprits qui s'éteignent aussi devant votre courage. Votre courage à tenir bon, à faire face, à faire front. Voilà. C'est pas elle m'a cassé la gueule ou il m'a cassé la gueule, je vais lui casser la gueule. Bon, ça peut. Hein. Mais c'est aussi je te regarde en face. Voilà. J'ai pas peur de me montrer devant toi.
Et surtout, je ne veux plus t'obéir. Parce que ce que tu me demandes dépasse ou ne convient pas, ou juste ne fait pas partie de mes valeurs de faire ça. Et qu'il faut de l'aide aussi, se faire aider par des groupes, par des personnes, par la famille, par l'entourage. Parce que ça va trop loin, peut-être aussi. Ou qu'on a tellement été humilié et fragilisé aussi, qu'on n'en a pas la force. On est fatigué. Et puis, la peur. Faut pas avoir honte de dire, mais j'ai peur. En fait, il y a une crainte. Il y a une crainte, voilà, qui est présente. Et malheureusement, des êtres humains qui sont contents de faire craindre une autre personne, d'apporter de la crainte, j'en serais pas fière, moi. Vous voyez ? Si on me dit des personnes te craignent, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour les faire craindre de quoi ? Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait à ces personnes ? Je les ai pas agressées, je les ai pas engueulées, je les ai même pas connues des fois, ou je leur ai même pas parlé. C'est quoi ? C'est la vérité que je porte qu'elles craignent ? Ah, parce qu'on peut craindre la vérité, ça je vous l'annonce, ça c'est vrai. Ah, la vérité, elle peut faire très peur. Et il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations parfois inextricables, parce qu'elles ont juste peur ou de dire la vérité, ou d'entendre la vérité. La vérité, ça a été un fardeau innommable à porter, je vous le dis pas. Innommable. Mais grâce à Dieu, j'ai fait les sacrifices et on peut la porter et s'en servir aujourd'hui. Sans ça, elle se serait éteinte en cours de route, je vous l'annonce. Et un monde sans vérité, vous en avez testé un petit peu la saveur, ça a un goût un peu de suicide. Ça a un goût de suicide. Et si vous vouliez faire Dieu se suicider parce qu'on était gouverné par des algues destructrices, voilà, appelons un chat un chat. Elles, ce qu'elles aiment, c'est la destruction et l'annihilation et la disparition. Voilà, comme je l'ai déjà dit, une fois qu'elles ont tout détruit, elles s'autodétruisent. Je l'ai observé. Et je le jure sur Dieu. Voilà. Donc, si vous voulez ne plus exister, continuez dans cette direction-là. Si vous voulez continuer d'exister, faut suivre ma direction. Voilà. Donc oui, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir besoin d'aide. Vous avez besoin, quand on dit mets de l'eau dans ton vin, c'est-à-dire mets du liquide dans ton corps parce que c'est tellement sec que t'es sous tension, t'es trop énervé. Mais les gens, la plupart, ah non, moi je bois pas d'eau, je m'hydrate pas. Et donc vous en tirez une quelconque fierté, expliquez-moi. C'est quoi, c'était pour l'enfer, pas boire de l'eau ? Je sais pas. Expliquez-moi la théorie, c'était pour l'enfer, faut pas boire de l'eau, faut qu'il y ait de la sécheresse. Dans tout endroit, il y a de l'humidité, même en enfer. Voilà, sachez-le. Moi qui ai passé 1000 ans d'ailleurs, c'était humide. Pour toute création, il faut de l'humidité, c'est pour ça que... Bon, bref. Bon, enfin, voilà. Donc, les femmes qui dominent d'autres femmes, mais c'est-à-dire sans leur accorder le respect qui leur incombe, voire pire, leur faire du mal, je n'en tirerai aucune fierté, moi. Voilà. D'ailleurs, j'ai jamais connu dans mon parcours, les bourreaux, moi, que j'ai croisés,
ils n'étaient pas fiers d'être bourreaux. C'était un fardeau à porter. Mais on reconnaissait les bons bourreaux et les mauvais bourreaux quand il y avait une mise à mort. Et parfois, on allait féliciter le bourreau en disant « T'as été un bon bourreau, il est parti correctement. » Eh ben, c'est important, ça. Voilà. Ça, je sais qu'on l'a tous vécu, hein, parce que des mises à mort en public, il y en a eu pas mal dans notre histoire. Mais il y en avait qui savaient... Enfin, généralement, il était formé à faire bien le travail pour que la personne puisse partir bien. C'est pour ça quand il y avait des types de mises à mort, il y avait des bourreaux, ils étaient malades après. Parce que ça avait été un ordre donné de mettre à mort la personne d'une certaine façon. Et que le bourreau, il encaissait parce qu'il était formé à ça, mais il en était malade après. Moi, j'ai reçu plein de témoignages en ce sens. Et que c'est dur. C'est quelque chose qui est pris au sérieux de mettre à mort. Voilà, j'en ai déjà parlé, j'en reparle, parce qu'on a l'impression que la société est faite de frimes. Je peux vous dire, c'est que vous avez perdu le goût de la vie si vous avez autant besoin de frimer. Hein. Le difficile, vous y avez plus beaucoup senti pour beaucoup. Voilà, c'était le message que je voulais vous dire aussi. Dire que beaucoup de choses ont été facilitées et que seul un peu saveur que vous arrivez un peu à ressentir, c'est un tant soit peu la frime. Hein. Voilà, ça va pas. Voilà. Allez, je vais enchaîner.